Je m'appelle Armand Peter. Je suis ce qu'on appelle un vieux militant culturel de l'Alsace. J'étais éditeur pendant une quarantaine d'années, à titre associatif et bénévole. Et puis, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'expositions, j'ai accueilli des expositions, j'ai présenté des expositions, j'ai fait des bouquins, voilà. Et alors l'Alsace, vaste question, difficile de répondre, de définir l'Alsace. C'est bien sûr c'est un territoire avec des limites, un territoire où habitent des gens qui habitent aussi dans une histoire particulière, dans des traditions particulières, dans des langues, dans une culture différente de l'autre côté de ce qu'il y a de l'autre côté des Vosges, culture de minorité. Et bon, il n'y a pas que la langue et la culture, il y a aussi donc d'autres valeurs qui sont des valeurs souvent difficiles à retrouver, à définir, comme les valeurs de tolérance. Nous avons un espace comme très très important, un espace culturel, spirituel, lié à ce qu'on appelle une alsacianité de l'esprit. C'est un thème qui était très cher à notre ami l'écrivain René Schickele. Donc voilà, il y a toutes ces valeurs qui font une région, à condition que les gens s'y reconnaissent et veulent bien les porter. C'est une histoire occultée que personne ne connaît, qui n'a jamais été enseignée officiellement par l'éducation nationale. C'est une histoire qui est extraordinaire, bien sûr, comme toutes les histoires dans tous les pays. Encore faut-il la connaître et l'assumer. Cette histoire, malheureusement, n'est pas connue. C'est l'histoire tout d'abord de l'Alsace allemande jusqu'au XVIe siècle, avant le rattachement forcé au Royaume de France. C'est l'histoire ensuite de l'Alsace allemande entre 1871 et 1918. C'est aussi l'histoire de l'Alsace nazifiée. Ça fait partie de tout ça, bien un grand nombre de questions de l'histoire alsacienne, comme l'histoire entre les deux guerres, l'histoire de la libération de l'Alsace, l'histoire des mouvements ouvriers, l'histoire des soulèvements des soviets de 1918, l'histoire de l'autonomisme alsacien. Toutes ces histoires sont des histoires extraordinaires qui ne sont pas connues. Il y a aussi un très grand nombre, bien sûr, d'histoires dramatiques plus récentes, comme l'histoire de l'annexion allemande, l'histoire de l'incorporation de force, qui sont des choses qui ont été très mal vécues et qui sont à l'origine d'un très grand nombre de problèmes en Alsace. Je dirais que, bon, peut-être à l'origine, il faut remonter quand même à mai 68. Mai 68 qui n'est pas un événement alsacien, mais qui est une prise de parole, un début de prise de conscience. Et c'est grâce à cette prise de parole, à cette prise de conscience, que s'est mis en place tout un mouvement un mouvement de contestation lié au féminisme, lié à l'écologie, lié à la culture alsacienne. Et c'est parti donc de là, cette prise de parole, et ce début d'un mouvement régionaliste qui n'existait pas en tant que tel. C'était des groupes, c'était des cénacles, c'était des revues, c'était des groupes d'artistes et autres, c'était des chanteurs surtout, qui portaient cette revendication et qui ont mis en place ce qu'on appelait cette renaissance culturelle alsacienne des années 70 qui était très populaire grâce surtout donc à la chanson, à la poésie alsacienne. Elle s'est politisée de plus en plus par la création d'associations qui n'étaient pas des partis, c'était des associations de contestation, c'était des contre-pouvoirs culturels, comme à l'époque donc nous avons créé ce que nous appelions le Front culturel alsacien, qui date de 1974, qui deviendra ensuite Unsere Gerechtigkeit, mouvement pour l'autogestion culturelle en Alsace. Donc ce sont des associations qui ont vécu un certain temps, assez de courte durée, mais qui ont fait un très grand nombre de propositions, de suggestions, de programmes, sur le plan du bilinguisme, sur le plan des arts, sur le plan de la culture, mais aussi sur le plan de la politique. À commencer par le problème des médias en Alsace, puisque l'un des grands thèmes de cette époque était donc l'autonomie des médias de service public, radio et télévision, donc en région. Et vous savez donc que ce problème est toujours actuel, puisqu'il n'y a toujours pas cette autonomie, ni les moyens qu'il faut pour mettre en place une véritable voix et une image de la région Alsace. C'est vrai d'ailleurs pour toutes les régions en France. Ma profession d'éditeur, c'est pas une vocation, hein, c'est pas une vocation. C'est à l'époque jeune militant culturel, agitateur. Nous avions lancé une revue. La revue date de 1975. Donc la revue, c'est une revue satirique qui s'appelait De Butterflod. Revue satirique, culturelle, avec une forte thématique aussi écologique.
aussi donc bien sûr politique, qui évoquait aussi donc la sauvegarde de la langue et de la culture alsacienne, de la langue alsacienne, qui est donc le dialecte et l'allemand, le bilinguisme français-allemand aussi. Et puisque c'est là que nous avons rencontré un très grand nombre d'auteurs, d'écrivains, d'essayistes, de militants, et nous avons pris en charge l'un de leurs grands problèmes, qui était celui d'être édité. Comme nous savions éditer une revue, que c'est la même technologie, nous nous sommes lancés dans la réalisation, l'édition de livres, ça date de cette époque-là. Mon premier bouquin que j'ai édité date de 1976, qui était donc un supplément à la revue, et qui donc s'appelait Le Rhin est mort. C'était un des premiers titres de Jean-Paul Sorgue, qui avait donc travaillé avec Jean-Paul Klee, donc l'autre poète, Klee et Sorgue, pour faire ce premier bouquin, qui est un bouquin essayiste, un essai très satirique et très engagé. Donc ça commençait comme ça avec les bouquins. Il y a beaucoup de gens qui sont disparus, à commencer par des très grands soutiens, des très grands auteurs, de très grands acteurs de ce mouvement culturel qui, je vous rappelle, c'est un mouvement critique. Et pas uniquement de création, c'est d'abord un mouvement de contestation, de critique et de proposition. Je pense à l'un des plus connus, qui est André Weckmann, qui était notre soutien le plus fidèle, le plus fort de cette contestation et de cette proposition. Je pense à Konrad Winter, le poète Konrad Winter, Adrien Fink, mais aussi à ce que j'appelle aussi les gens qui ont fait l'histoire d'en bas. Il n'y a pas que l'histoire d'en haut, bien sûr, des gens qui sont connus, comme les gens que je viens de citer, mais il y a aussi une foule de personnes qui ne sont pas connues et qui ont fait l'histoire d'en bas. Et grâce à ces acteurs de l'histoire d'en bas, je pense à des gens comme Fred Urban, comme Françoise Schaffner, comme Michel Gruner et d'autres qui sont disparus et qui ont fait l'histoire d'en bas, qui ne sont pas connus, mais grâce à eux, nous avons pu mener cette lutte culturelle, mener ce combat culturel pendant plusieurs décennies. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste aujourd'hui, bien sûr, tout plein de choses se sont passées, se sont arrêtées. Il reste aujourd'hui donc ce que j'appelle la Maison Mère, qui est donc l'ancien cercle René Chiquelet, qui a été fondé en 1968, qui vient de fêter l'année dernière son 50e anniversaire, et qui s'appelle depuis donc Culture et bilinguisme en Alsace et en Moselle, René Chiquelet Gesellschaft, et donc il se bat toujours pour le bilinguisme en Alsace, pour la langue régionale, pour la création d'écoles maternelles bilingues, dialectales, comme donc les fameuses écoles ABCM, Zweisprachigkeit, qui aujourd'hui donc sont soutenues par une dizaine d'écoles, qui sont soutenues qui sont occupées par plus de 1200 jeunes enfants. Tout ça est porté donc par ce cercle, ancien cercle Chiquelet, donc QBI, Culture et Bilinguisme, qui aussi donc a mis en place, ici à Strasbourg, boulevard de la Victoire, un centre culturel alsacien, qui a déjà aussi donc qui a mis aussi également en place un deuxième centre culturel à Mulhouse. Et donc ce centre culturel alsacien a un programme tout à fait fabuleux, tous les trimestres, avec des conférences, des rencontres, des expositions, des débats, des ateliers, dans un atelier de chant traditionnel, de danse traditionnelle, dans un atelier de chant yiddish, ça touche tous les domaines, d'histoire aussi, des ateliers d'histoire que nous faisons avec Jean-Claude Richez et moi-même. Et donc il se passe encore des choses autour de la maison mère. Et bien sûr, cette maison mère est portée par ce que j'appelle l'archive militante depuis 50 ans, qui est donc la revue du cercle Chiquelet, Landonspruch, donc les cahiers alsaciens, Landonspruch, qui est une revue trimestrielle, qui représente, depuis 50 ans, elle existe donc depuis un peu moins de 50 ans, puisqu'elle a été créée en 70, donc qui est une véritable archive vivante de tout ce qui se passe sur ce plan-là, donc en Alsace. Il y a très peu de relations avec l'OLCA pour la simple raison que l'OLCA, pendant très longtemps, je ne sais pas quel est son état actuel, s'est beaucoup focalisé sur la seule défense et promotion du dialecte. Nous avons toujours dit que pour défendre le dialecte, pour le faire vivre, pour le transmettre, il faut à tout prix que le dialecte se nourrisse de la langue mère qu'est l'allemand, donc du Hochdeutsch, la langue standard. L'allemand nourrit le dialecte et s'en oublie d'attacher le dialecte à l'allemand. Nous disons que c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue. Donc en tout cas, donc, il y a cette différence entre nous et OLCA, mais l'OLCA fait un très bon travail sur le plan dialectal. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, disons-nous, pour sauvegarder, pour transmettre le dialecte. Je ne suis malheureusement pas un spécialiste des langues et de la linguistique, mais je sais qu'en ce moment, donc, on se bat beaucoup pour l'immersion directement en dialecte dans les écoles maternelles,
mais aussi avec passage à l'allemand. Et donc les deux vont ensemble, mais de plus en plus, donc les fameuses écoles ABCM Zweisprachigkeit mettent en place des écoles maternelles accueillant en dialecte, avant de passer à l'allemand, et bien sûr aussi plus tard au français. C'est une très bonne chose que ces cultures dites immigrées, récentes en Alsace, présentes en Alsace, une bonne chose que ces cultures-là préservent leurs différences, et nous le soutenons. Nous-mêmes, nous sommes un peu les indigènes de l'Alsace. Nous défendons aussi, bien sûr, cette différence de retrouver le dialecte, de le promouvoir, de le transmettre, de l'enseigner, mais ça passe effectivement par une histoire qu'il faut revoir, qu'il faut refaire. Nous avons subi la tragédie de l'histoire alsacienne depuis la libération de 1945, la démission de nos parents, la démission de la République française, le centralisme français, qui est une catastrophe pour l'Alsace. Et nous avons subi toutes ces conséquences néfastes. Et aujourd'hui, nous essayons de nous battre contre cette République jacobine et contre les élus qui la représentent. Ici, en Alsace, comme ailleurs en France. Et ce n'est pas gagné, mais tout repose aujourd'hui sur ces enfants bilingues que l'éducation nationale a mis en place, bien sûr. Il y a aujourd'hui, je crois, 30 000 élèves globalement dans l'éducation nationale en Alsace qui sont dans des filières bilingues, y compris donc les écoles privées donc, que j'ai citées, ABCM, qui représentent un peu plus de 1200 enfants. Ce n'est pas gagné, mais il faut continuer à se battre. Et même si c'est une lutte perdue d'avance, ça vaut la peine, c'est passionnant, il faut se battre pour continuer à y croire. On y croit, et puis c'est tout. On n'a jamais fait long feu, non. Il y avait le président Götschig qui s'était pas mal battu à ce niveau-là. Malheureusement, il s'est surtout battu dès qu'il n'avait plus de pouvoir. Flimin aussi, dès qu'il n'avait plus de pouvoir, qu'il était à la retraite, a découvert la culture alsacienne et nos problèmes à nous, puisqu'il nous soutenait tout d'un coup, mais comme il n'avait plus de pouvoir, ça ne servait plus à grand-chose. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement très peu d'élus, très peu de politiques, très peu de partis qui soutiennent cette cause. En l'occurrence, je rappelle aussi que la majorité des militants culturels de cette époque étaient tous des militants de gauche qui rêvaient de convertir les partis de gauche aux valeurs alsaciennes, à commencer par le Parti socialiste de l'époque, puisqu'à l'époque, nous avions quand même profité de l'apport, malheureusement très faible, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, de l'apport des militants rocardiens, qui étaient très proches de nous, et que nous avons d'ailleurs accueillis. Et malheureusement, donc, ni le Parti socialiste, ni les autres partis de gauche, malheureusement les communistes s'étaient déjà effondrés avant, et ni surtout les écologistes, dont nous étions les partenaires privilégiés, n'ont jamais porté ces valeurs alsaciennes que nous voulions leur proposer, que nous voulions le porter ensemble avec eux. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait, puisqu'encore aujourd'hui, puisque malheureusement nous avons hérité d'un autre sale problème que celui de la grande région Alsace, la grande région de l'Est, le Grand Est, où l'Alsace était rattachée de force à ce truc horrible qui est plus grand que la Belgique, dont on n'a rien à faire. Et tous les partis de gauche et autres, sont tous favorables à ce Grand Est, et nous sommes fondamentalement opposés à ce rattachement, et nous nous battons pour que l'Alsace redevienne une région à part entière avec des compétences nouvelles, des pouvoirs nouveaux. C'est en cours, c'est une longue bataille à mener, puisque pour l'instant, la fameuse décentralisation que nous propose l'actuel gouvernement ne va pas dans le sens que nous souhaitons. C'est une évidence, il faut sortir du Grand Est. Pour la langue, pour la culture, pour se battre au niveau d'une véritable décentralisation, chez nous bien sûr, mais aussi une véritable décentralisation, régionalisation pour l'ensemble des régions françaises, et pas que la nôtre. Mais la nôtre, nous avons des particularités, nous avons besoin de pouvoirs différents, originaux, des pouvoirs de régler un certain nombre de choses. À l'exemple, c'est une utopie pour nous, à l'exemple de ce qui se passe en Allemagne, dans les Länder allemands. Nous n'en sommes pas à ce stade-là, mais je crois qu'il y a une véritable régionalisation à mettre en place, et avec des pouvoirs nouveaux, y compris des pouvoirs culturels, économiques et autres,
dont nous avons besoin, y compris un grand pouvoir de travailler avec notre espace qui est naturel pour nous, historique, et donc le monde rhénan, de part et d'autre du Rhin, avec le pays de Bade, avec le pays de Bade-Wurtemberg, avec la Suisse, avec le Luxembourg, tous ces pays proches de nous, où nous avons des traditions, une culture, où nous travaillons ensemble, déjà sur un plan économique et autres. Il y a un immense travail à faire qui est passionnant et qui est aussi donc pour nous un travail au niveau européen, une prémisse pour mettre en place un travail, une création réellement européenne. Quand on se bat pour la culture en Alsace, comme ailleurs, on se bat aussi pour une expression culturelle dans un environnement préservé. Il était tout à fait naturel que nous soyons les premiers à participer à cette lutte écologique et nous étions très heureux de rencontrer ces jeunes écologistes qui dirigeaient ce mouvement. On n'avait donc pas besoin de le diriger, de s'en occuper. Nous étions là comme fantassins, comme battleurs. Nous avons nourri ce mouvement écologique par nos textes, par nos chansons, par nos créations, par nos spectacles, et nous étions effectivement les partenaires privilégiés des écologistes. Et je rappelle aussi que grâce à ce mouvement écologiste, Fessenheim, ville de l'autre côté du Rhin, Gerstheim et autres, nous avons rencontré des Allemands, des jeunes Allemands, des contestataires allemands qui se battaient pour la même cause que nous, Alsaciens. Et nous avons même découvert ce que nous ne savons pratiquement pas et plus, que les Allemands de l'autre côté du Rhin parlaient la même langue, le même dialecte que nous. Ça a été une rencontre fraternelle extraordinaire, une découverte extraordinaire. Donc c'est très important. Ce qui est aussi important, c'est qu'effectivement, nous avons tenté de travailler politiquement avec les écologistes. Et je rappelle cette très belle campagne que nous avons menée à Strasbourg au moment des élections municipales en 1977, sous le sigle de Strasbourg Village, culture et écologie en Alsace. Et en 1977, aux élections municipales, donc les culturels, les associatifs et les écologistes, on a mené campagne et on a récolté au premier tour plus de 10% des voix. C'était extraordinaire. Malheureusement, vu la loi électorale de l'époque, on n'a pas eu d'élus. Bon, voilà. On a remis ça en 83, également sous Strasbourg Village. Mais en 77, on se battait pour une société autogestionnaire et socialiste. Voilà qu'on a essayé d'imposer aux écologistes le terme de socialisme. Malheureusement, entre-temps est passé 1981, avec toute l'espérance liée à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, l'espoir qui s'est effondré, puisqu'ils n'ont rien fait, alors qu'ils avaient promis tout plein de choses. Et en 83, avec les écologistes, on se bat toujours pour une société autogestionnaire, une ville autogestionnaire, une région autogestionnaire, mais on ne parle plus de socialisme parce qu'on est toujours fâché avec le Parti socialiste, ce qui n'a rien changé à nos convictions de gauche, je dirais. Voilà. Mais donc, on a essayé de créer une rupture, on a essayé de faire un rapport de force qui est tout à fait réussi. Malheureusement, là, je crois que c'est une erreur du mouvement culturel. Que nous portions, c'est qu'on n'a pas continué dans cette voie avec les écologistes parce qu'on aurait pu travailler ensemble, se mettre ensemble. Malheureusement, on n'a pas saisi cette chance, comme par exemple le PSU avait saisi une nouvelle chance en s'alliant au PS, en entrant au PS, donc les regardiens du PSU. On n'a pas fait cette démarche. Je pense que c'est une erreur de notre part, car ultérieurement, donc, les écologistes, donc les anciens sont partis, de nouveaux sont venus chez les écologistes, et aujourd'hui, les écologistes sont très loin de la culture alsacienne, les écologistes soutiennent le Grand Est, les écologistes signent les mêmes pétitions que les autres partis, alors que nous avions un partenariat privilégié avec eux, et malheureusement, donc, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, les écologistes, enfin, les Verts, le parti des Verts en Alsace, est très loin de nos revendications, de notre problématique. Dès qu'on est tout petit, on est obligé d'inventer une force d'invention, d'imagination, je dirais assez extraordinaire. Nous avons créé des universités d'été, nous avons créé des spectacles, des rencontres et des expos. Par exemple, on a célébré le 450e anniversaire de la guerre des paysans en Alsace en 1975. On a fait des choses de ce côté-là assez extraordinaire, grâce aussi donc aux écrivains, aux poètes qui nous portaient, qui nous accompagnaient, qui illustraient cette lutte avec nous. Je pense essentiellement à André Weckmann, qui a une œuvre de poésie dialectale fabuleuse, qui est pour nous l'un des plus grands poètes depuis le Moyen-Âge.
avec Nathan Katz et quelques autres, mais certainement le plus grand, le plus engagé, avec des textes extraordinaires. Donc c'était ça notre force, une force d'imagination et de proposition. Malheureusement, il n'y a pas eu de répondant qui n'a pas passé. La création est passée, mais malheureusement pas le reste. Et encore, aujourd'hui, de plus en plus, notre ami Beckmann, qui est le plus grand, selon nous, est déjà oublié. Il ne faut pas mourir trop tôt, voilà. Henny est très intéressant, bien sûr. J'ai eu le plaisir d'éditer l'un de ses livres. C'est un très grand râleur, c'est un très grand critique. On est peu souvent d'accord, mais Henny, c'est une très grande plume, c'est quelqu'un de vindicatif, c'est quelqu'un de la vitupération. Comment on dit ? Vitupération. Voilà, c'est ça, un écrivain de la vie. Contrairement à Beckmann, qui est un écrivain de la protestation. Et Henny, c'est un très grand bonhomme, effectivement. Ce sont des gens qui manquent en Alsace, il en faudrait beaucoup plus. Mais nous avons aussi notre ami Louis Chitli, qui est aussi un ami de Henny. Louis Chitli, bien sûr, lui aussi, donc, est dans cette contestation, dans cette critique, aussi bien de l'Alsace que de la société en général. Ils sont très marqués par, bien sûr, des mystiques, par la religion orthodoxe, par le spirituel. Mais un très grand nombre d'auteurs, Beckmann aussi, étaient très liés au spirituel. Un très grand nombre d'auteurs sont liés à cette tradition spirituelle de l'Alsace, qui est une très bonne tradition quand elle est au service des causes aussi. Hein. Et longtemps, je pense que l'Église catholique en Alsace n'était pas au service de la cause alsacienne. Je pense au fameux discours du 14 juillet de Monseigneur l'archevêque Elchinger, etc. Bon, là aussi, les églises, hein, quelles qu'elles soient, étaient très souvent absentes de cette problématique, de ces revendications, de ces critiques. Je pense que l'Église aurait pu faire plus, en particulier pour préserver donc la culture allemande dans l'Église, que je rappelle quand même, les cultes, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, étaient longtemps aussi en allemand, et toute cette tradition linguistique est une tradition très riche. C'est perdu, malheureusement. Être alsacien, c'est pas naître en Alsace. On ne naît pas alsacien, je reprends un des slogans très connus du peintre Camille Claus, on ne naît pas alsacien, on le devient. On peut le devenir, et c'est un devenir. Être alsacien, c'est un devenir, c'est une prise de conscience. Voilà. Chacun est appelé à prendre cette prise de conscience, d'où qu'il vienne, qu'il soit né ici, qu'il vive ici, qu'il vienne d'ailleurs, quelle que soit la tradition, la culture, la religion. Je pense aux musulmans qui sont nombreux en Alsace, je pense à tous les autres. Hein. Ils ont leur place ici, ce sont des Alsaciens. S'ils veulent bien avoir envie de s'adapter à l'Alsace, de découvrir les problèmes de l'Alsace, de s'y intéresser, chacun a sa place ici, chacun est le bienvenu. Nous avons aussi de temps en temps des valeurs de tolérance que nous arrivons à défendre. L'histoire de l'Alsace, c'est l'histoire de la création de cette terre, avec les gens qui sont passés, qui ont habité. Hein, ça remonte à très loin. Pas besoin de savoir comment elle s'est appelée avant. Et c'est un territoire qui a existé, qui a été habité par des gens, par des Celtes, puis par des Alamans, puis des Francs, etc., etc. Et puis après la guerre de 30 ans, il y a des Suisses qui sont arrivés, des Badois qui sont arrivés, des Picards qui sont venus. C'est un melting pot, c'est un mélange. Tout ça, c'est un mélange, mais qui a tenu grâce à une culture, grâce à une langue. Et tous ces gens ont appris l'alémanique à cette époque-là, y compris les immigrés d'Europe centrale ou du Maghreb qui sont venus après la guerre. C'est tous des gens qui ont travaillé en dialecte. Donc il y avait encore une culture, je dirais, très forte, hein, pour transmettre des choses. Hein. Donc, depuis, bien sûr, tout ça s'est effondré, malheureusement. Mais l'Alsace n'a pas besoin de savoir quand ça a commencé. Elle a existé, elle existe toujours aujourd'hui. Et on tient à ce qu'elle reste là dans l'avenir. Et le Kunsthof, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un véritable monument culturel, à l'exemple aussi donc, du cercle de Saint-Léonard. Le Kunsthof donc, a été lancé par le fabricant de foie gras Auguste Michel, qui était installé à Schiltigheim, dans une très belle propriété, et à la suite d'un mariage qui a été fêté quelque part dans le vignoble alsacien pendant plusieurs jours, où il a rencontré un très grand nombre d'écrivains, d'artistes alsaciens dans ce mariage. Il a eu l'idée de poursuivre ses agapes à Schiltigheim et d'inviter ses nouveaux amis, écrivains, poètes, artistes. Il y avait donc toute
toute cette clique du cercle Saint-Léonard et autres, des musiciens, des sculpteurs, des auteurs, des écrivains, y compris donc des auteurs venant de France, puisque je rappelle, c'était l'époque allemande, et Auguste Michel a eu l'idée de les inviter à des agapes, à des repas, à des banquets sous le nom de Kunsthof, la marmite de l'art de Kunsthof. Et il a demandé, il a tenu comme ça pendant une dizaine d'années, une trentaine, je crois, de Kunsthof, de réunions. Et pour chacune de ces réunions, il a demandé à un des artistes de peindre le menu, de dessiner un menu, donc une peinture de menu, et avec bien sûr un menu à chaque fois différent, original, des menus extraordinaires, etc. Mais le plus important, c'est pas que le menu, aujourd'hui on collectionne beaucoup ces menus, ces peintures, etc., ces documents. Le plus important, c'est que pendant ces agapes, on a discuté, on a parlé, c'est la parole qui est importante. Et c'est là qu'on a discuté des très grandes réalisations qui feront cette renaissance culturelle alsacienne dans les années 1900, à savoir la création du musée alsacien à Strasbourg, la création de la revue alsacienne du Bistré, la création d'une salle d'exposition, d'une galerie d'art alsacienne, toutes ces réalisations qui se feront donc à Strasbourg, ou ailleurs, ont été discutées à Schiltigheim lors de ces banquets. Et donc là, pour nous, à Schiltigheim, c'est un haut lieu, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'en ce moment, donc, Schiltigheim essaye de préserver, d'exposer, de montrer, puisque nous avons récupéré un très grand nombre de documents liés à cette aventure extraordinaire d'Auguste Michel. La Renaissance alsacienne du début du XXe siècle, des années 1900, donc le cercle de Saint-Léonard, il y a aussi le cercle de Kunsthof, de Schiltigheim, c'est la même époque. C'est tous des gens d'ici, dans l'Alsace allemande, qui ont redécouvert les valeurs du dialecte, qui ont redécouvert l'histoire alsacienne, qui ont redécouvert le théâtre alsacien, qui l'ont modernisé. Je pense à Hermer, de Stoskopf. Tous ces gens, bien sûr, ont profité de la très forte culture allemande de cette époque-là en Alsace, de cet âge d'or, je dirais, alsacien, sous leur attachement à l'Empire allemand. Et tous ces gens aussi étaient très critiques à l'époque contre les autorités allemandes. Et tous ces gens se sont retrouvés alsaciens, parfois francophones, francophiles, parfois pas francophiles, mais tous ces gens se sont battus pour retrouver ce qu'ils appelaient des racines alsaciennes. Ça, c'est le sens du cercle de Saint-Léonard avec Spindler, avec Stoskopf et tous ces gens, le sens du Kunsthof d'Auguste Michel, qui accueillit aussi bien des acteurs, des écrivains français, donc, puisque naturellement à l'époque, français comme des écrivains allemands, des artistes alsaciens, etc. C'était une époque de bouillonnement extraordinaire, c'était une véritable renaissance, bien sûr, dans laquelle participent les Stürmer, donc les écrivains autour de René Schickele, Otto Flake, Stadler, etc. C'était un véritable âge d'or, aussi bien littéraire que politique, puisque je vous rappelle que 1911, donc la constitution mise en place par l'Empire allemand en Alsace, et la constitution donc la plus régionaliste qui n'ait jamais existé, qu'on n'a jamais retrouvée depuis, puisque donc cette constitution de 1911 octroyait, donnait tout plein de pouvoir à la région. Malheureusement, la guerre de 14-18, tout s'est effondré à ce moment-là. Mais c'était un âge d'or assez extraordinaire que pour l'instant nous n'avons pas retrouvé. Très grande demande d'autonomie que défendaient la plupart des partis politiques à l'époque. Bien sûr, c'était effectivement une époque intéressante, mais cette idée de s'inspirer de la culture française, culture allemande, c'est une vieille idée alsacienne, cette idée de pont qu'on a souvent citée entre deux grandes cultures, existe déjà depuis le Moyen-Âge, puisque les contacts existaient entre universités, entre les traducteurs. Je pense à Fichard qui a traduit Gargantua, qui a traduit. Donc il y a eu tout plein de choses qui ont été faites dès cette époque-là, dès le Moyen-Âge. Ce n'était pas une région fermée. Et effectivement, c'était à cette époque-là, donc, en Alsace, donc, on a construit autre chose, des choses extrêmement modernes, sur tous les plans, y compris sur le plan de l'architecture, puisque on parlait de l'école de Nancy, moi je pense à l'école Jugendstil qu'on a mis en place en Alsace, toutes ces nouvelles tendances de l'architecture, des arts, etc., qui s'inspirent aussi bien de ce qui se passait en France qu'en Allemagne. Nous attendons que
que cette révolution technologique nous rejoigne avec tous ces jeunes qui la portent, avec tous ces jeunes qui sont très loin de ce qu'est un terroir, ce qu'est une Heimat, que c'est une culture d'origine, qui sont dans le monde entier, mais qui malheureusement ne sont pas à l'image d'un bonhomme qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Abdelmalik, qui est un Alsacien du Neuhof. Voilà. Je vous rappelle que la définition de l'Europe centrale n'est pas une définition politique, hein, c'est une définition tout à fait culinaire au niveau du ventre. Je vous rappelle que tout ce qui est Europe centrale, c'est là où on consomme le meerrettich. Le meerrettich, c'est le réfort, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et le réfort, on le mange dans tous ces pays, et pas de l'autre côté des Vosges. De l'autre côté des Vosges, on mange de la moutarde, on ne connaît pas le réfort. Mais comme nous avons des communautés juives dans toutes les villes d'Europe et du monde qui mangent le meerrettich, donc l'Alsace et l'Europe centrale est présente un peu partout. Il y a de l'espoir quelque part. C'est de l'espoir pour l'écologie. L'écologie, c'est la même chose que une petite région, une culture minoritaire, hein, ici comme ailleurs. Donc il y a de l'espoir pour que cette culture minoritaire, au même titre que l'écologie, puisse remonter, puisse s'imposer tôt ou tard. Voilà, donc je suis en même temps optimiste. Je dis que l'Alsace, c'est être alsacien, c'est l'art d'être alsacien, c'est d'être enraciné et ouvert à l'universel, avec bien sûr un attachement à la langue et à la culture alsacienne, avec des compétences nouvelles qui sont celles d'une région, d'une véritable région, d'une régionalisation, d'une décentralisation, avec des compétences nouvelles pour l'Alsace, mais pour toutes les anciennes provinces de France, pour toutes les régions de France, et pas que les régions minoritaires comme la Bretagne, les Basques, l'Occitanie ou la Corse. Toutes les régions ont besoin de vivre, d'avoir une image et une voix autonome. C'est ça la France aussi.